Malheureusement, vous avez pu le constater, les grands incendies qui ont ravagé de très nombreux territoires du pays et les catastrophes climatiques qui ont montré donc les conséquences catastrophiques des manques de moyens matériels et humains volontairement organisés depuis des années des services publics concernés, donc là notamment les SDIS, ONF et Météo. Donc en effet, ces quelques exemples démontrent le bien fondé des positions que nous portons déjà depuis un moment, la CGT avec d'autres organisations syndicales et d'autres organisations d'ailleurs associatives et politiques, que nous devons absolument combattre le démantèlement des services publics et de la fonction publique, et nous devons nous battre pour le renforcement de ces services publics et de la fonction publique. Donc celui-ci est vraiment, le renforcement de la fonction publique est vraiment incontournable si l'on prétend sérieusement faire face aux enjeux de notre temps, particulièrement donc pour faire face aux effets du réchauffement climatique. Effectivement, un contexte météorologique cette année qui pourrait sembler exceptionnel, avec un été extrêmement chaud, le deuxième le plus chaud après 2003, et puis un record aussi de sécheresse des sols qui a battu le record de 76 avec les conséquences qu'on connaît en termes de feux de forêt et qu'on vous rappellera probablement. Un été, je disais, qui peut paraître exceptionnel, puisque en fait il est exceptionnel dans le climat actuel, mais en réalité il faut considérer que cet été sera récurrent dans les décennies à venir. Et donc les moyens ils doivent être adaptés plutôt à cet été-là, et non pas, notamment pas à l'été dernier, l'année dernière, qui était pour le coup lui plutôt exceptionnellement frais et humide. Donc en termes de moyens, et bien justement on est dans l'opposé de ça, puisque à Météo France, depuis 2008, c'est un tiers de nos moyens qui ont été supprimés, c'est-à-dire 1200 postes, et les 3/4 de nos implantations territoriales. Les 3/4, puisqu'en fait ce sont les centres départementaux qui ont été purement et simplement supprimés. Cette suppression, en fait, elle a une conséquence assez évidente, qui est la conséquence en termes de prévisionniste, qui est le cœur de métier de Météo France. Il y en a moins, bien sûr. Il y a moins de monde à la fois pour travailler ensemble, ce qui est extrêmement important en prévision, mais il y a surtout aussi moins de prévisions locales spécialisées, avec des gens qui connaissent non seulement leur terrain, leur département, leur climat, mais aussi, et j'ai envie de dire peut-être avec le progrès des modèles, surtout leurs interlocuteurs. Et leurs interlocuteurs, c'est notamment bien sûr les pompiers, les préfets. C'est des gens dont avant en fait on était très proches à Météo France au niveau local, et quand on avait un événement à gérer, et des événements il y en a eu beaucoup cet été, et avec la Méditerranée qui est extrêmement chaude en ce moment, il y en aura beaucoup cet automne, on a besoin, nous, de cette connaissance, et les préfets et les S10 ont besoin de se connaître, de connaître les besoins de chacun, de pouvoir interagir en temps réel. Cette interaction en temps réel, elle disparaît, puisqu'on n'a plus maintenant un centre par département, mais on a des gros centres régionaux avec un seul prévisionniste qui doit gérer un grand nombre de départements. Et donc on a des conférences qui s'enchaînent, 3, 4, 5 conférences dans une journée pour parler à chaque préfet, et des besoins qui commencent à être de moins en moins bien compris. Mais il n'y a pas qu'en prévision qu'on a des problèmes, et ça c'est peut-être la partie un petit peu moins émergée de l'iceberg. Cette suppression d'effectifs, elle agit sur tous les secteurs de métiers de Météo France, et on a aujourd'hui des gros problèmes à maintenir le système opérationnel. C'est-à-dire que pour faire de la prévision, on a besoin de logiciels, on a besoin de logiciels de surveillance du temps, de visualisation des sorties de modèles numériques. Et bien ces modèles-là, notre supercalculateur également, tout ça, les personnels en fait sont de moins en moins disponibles pour faire la maintenance. Et ça fait des systèmes finalement qui sont des systèmes à enjeu de continuité de service et de sécurité des personnes et des biens, qui sont mis en péril en fait par des effectifs qui sont de moins en moins élevés, et accessoirement aussi de plus en plus sollicités et fatigués. Et donc c'est la continuité de service qui à terme est menacée si on continue dans cette direction, ce d'autant plus qu'on a centralisé les moyens massivement, ce qui fait qu'on n'a même plus la possibilité parfois d'être secouru. Si par exemple un logiciel tombe dans une région, à l'époque on avait d'autres régions qui pouvaient secourir, aujourd'hui tout est centralisé, si ça tombe pour tout Météo France. Donc on est en train de mettre en péril en fait nos outils pour la prévention et la sécurité.
Et puis je terminerai là-dessus, je parlais du contexte de changement climatique avec un été qui va devenir finalement plutôt normal d'ici la fin du siècle. On a à Météo France le CNRM bien sûr qui est actif dans le GIEC, dans la recherche sur le changement climatique à l'échelle globale, et on commence à avoir une bonne vision à l'échelle globale du changement climatique. La vision à l'échelle nationale s'affine un petit peu et l'affinage encore plus départemental des conséquences de réchauffement climatique, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées, qu'on commence à mettre en œuvre, qui demandent énormément de moyens, de personnel sur place et également encore de connaissances de ses interlocuteurs et de son département. Et ces moyens-là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut les mettre en place. Et c'est en supprimant les effectifs qu'on arrivera à mieux comprendre les impacts du réchauffement climatique à l'échelle départementale, alors que c'est absolument indispensable si on veut faire des plans d'adaptation qui sont un minimum sérieux. Oui, donc pour présenter un peu succinctement l'Office national des forêts, c'est vrai que on parle de feux de forêt, mais on n'a pas tendance à penser immédiatement à l'Office national des forêts quand il s'agit donc de prévention des feux de forêt. Dans l'historique, l'Office national des forêts, c'est une administration qui est ancienne parce qu'elle va succéder en fait à l'administration des eaux et forêts. Donc c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Mais depuis sa création, donc dans les années 64-66, on est passé d'un maximum de 16 000 postes à moins de 8 000 à l'heure actuelle. Donc on a déjà divisé par 2 les effectifs totaux et on se retrouve donc avec un contrat signé avec l'État pour entre 2021 et 2025 qui prévoit 500 suppressions de postes supplémentaires pour brosser un peu le tableau. Alors donc, pourquoi y a-t-il de la DFCI à l'ONF? L'ONF, c'est une boutique qui gère à peu près un quart de la forêt française, parce qu'il y a un quart de la forêt française qui est publique, donc qui appartient à l'État, aux collectivités territoriales, aux communes ou autres, et les trois autres quarts sont privés. Donc l'ONF s'occupe déjà d'une grande partie du patrimoine forestier, et à ce titre, les agents ONF ont été longtemps des fonctionnaires assermentés. J'ai dit ont été parce que maintenant on ne recrute plus de fonctionnaires à l'ONF, et l'assermentation se fait à minima. Et comme il y avait une compétence police à l'ONF, on a décidé au niveau de l'État de confier une mission d'intérêt général qui est la défense des forêts contre les incendies. Et à l'ONF, bizarrement, cette mission d'intérêt général, elle voit le jour en région périurbaine, en forêt de Fontainebleau. C'est un peu je reviendrai un peu dessus par la suite, mais ça montre bien en fait que le service public, il répond surtout à une attente de la société. Il répond à une attente de la société, il y a un besoin qui se fait sentir, et on le met en place là où il est jugé d'utilité publique. Ça s'est ensuite développé dans le sud de la France, et on voit qu'avec le contexte climatique actuel, ça sera amené à se développer aussi dans le reste de la France. Donc revenons à la DFCI. À l'ONF, ça consiste en 2 choses. Donc il y a d'un côté, pour les collègues qui sont mandatés pour des missions de police, donc il y a toute une mission de prévention et de contrôle, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du fait que les obligations légales de débroussaillement, c'est-à-dire des obligations qu'ont les propriétaires de débroussailler une partie de leur propriété afin de limiter la quantité d'éléments inflammables et de limiter les risques pour la population et les infrastructures. Nous, on va s'assurer que ça soit bien mis en place dans les collectivités territoriales, chez les propriétaires ou autres. On va aussi faire de la sensibilisation, c'est-à-dire que nos collègues ils vont tourner l'été, ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas de barbecue sauvage, qu'il n'y ait pas de chantier où on ne respecte pas les règles de sécurité en vigueur pour protéger des départs de feu. Donc il y a toute une partie de contrôle et de sensibilisation. Il y a aussi une partie d'action d'intervention, c'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui s'appellent des APFM, donc excusez-moi, 2 secondes. Donc des ouvriers agents de protection de la forêt méditerranéenne. Donc eux, ils vont faire différentes opérations, ils vont s'occuper de tout ce qui est piste DFCI, infrastructure DFCI, ils vont s'en occuper de leur entretien, c'est-à-dire des broussaillements, balisages et autres. Et pendant l'été, ils vont tourner avec des véhicules où il y a de l'eau dedans, et en fait, ils vont constater des départs de feu et ils vont les éteindre de manière préventive. Donc, en fait, ils sont responsables quand même de l'arrêt prématuré d'un grand nombre de feux qui auraient pu dégénérer. Donc, il y a toute cette mission qui est, on va dire,
globale au niveau des forêts, au niveau des massifs forestiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on intervient principalement en forêt publique, on fait aussi ces missions dans les massifs privés, parce que la mission donc, de police, elle se fait aussi dans le privé. Donc voilà, la mission de l'ONF qui est la prévention, la sensibilisation et puis l'intervention en premier recours, on va dire, parce que dès que ça commence à dégénérer, c'est nos camarades des SDIS qu'on va appeler. Donc à l'ONF, sur cette mission DFCI, je vous ai déjà présenté les grandes suppressions de postes qu'il y a, c'est-à-dire on a vu l'historique de la population ONF qui fait comme ça. Au niveau des moyens de la DFCI à l'ONF, étonnamment, les moyens et DFCI sont constants. C'est-à-dire que le gouvernement a maintenu des moyens constants ou en légère augmentation. Sauf que ça, c'est un piège, en fait. On écrit qu'on donne la même quantité d'argent. Par contre, comme sur le terrain, il n'y a plus la même quantité de personnes pour réaliser les missions, on se retrouve à acheter des camions, à acheter des 4x4, on achète du matériel, par contre, on n'a personne pour les faire tourner. Et ça, c'est le gros problème, c'est qu'on est passé, pour les APFM, donc je vous disais, ces agents de protection de la forêt méditerranéenne, on est passé de 192 au maximum, en CDI, à maintenant 130. Avec des recrutements de contractuels, bien entendu, pendant l'été. Sauf que le souci, c'est que comme les effectifs ne sont pas assez hauts, les collègues, là-bas, se retrouvent à devoir faire des patrouilles avec 2 saisonniers. On n'a plus un employé en CDI et un saisonnier. Parfois, dans certains cas, on se retrouve avec 2 saisonniers. Donc une perte de compétences, une perte d'efficacité opérationnelle sur le terrain, du fait du manque de personnel. Et puis, comme je le disais, cette thématique de la DFCI, elle va être amenée à augmenter. C'est-à-dire qu'avant, on en faisait dans les Landes et dans le sud de la France. Maintenant, très probablement, il faudra en faire aussi dans l'ouest, dans l'est, dans le centre. Donc en fait, la problématique va augmenter, il va falloir des personnels, il va falloir des moyens supplémentaires, il va falloir des formations et des infrastructures. Et à côté, l'ONF est en plus frappé par des missions transverses, c'est-à-dire qu'on gère quand même les forêts publiques. Les forêts publiques, je pense que vous avez pu le constater aussi, il y a des thématiques de dépérissement, d'adaptation des forêts au changement climatique, donc des missions qui vont nous demander énormément de temps. Et dans le registre de la sécurité civile, il y a aussi tout ce qui est du ressort des glissements de terrain suite aux grosses pluies. Nous aussi, on a cette autre mission d'intérêt général qui est de préserver les sols montagneux pour éviter les glissements de terrain et autres. Alors que tout le monde a l'air de comprendre que la montée des risques liés au dérèglement se présente, que de nombreux rapports décrivent ça depuis au moins 2010. Dans le même temps, les pompiers ont diminué leur nombre d'engins spécialisés dans le feu de forêt de 1000 depuis 2006. On a fermé près de 30% des centres de secours depuis 2000. En passant de 8887 à 6154 centres de secours en 2020. Il faut imaginer que les pompiers ont leur nombre d'interventions qui a augmenté, qui est passé de moins de 3 millions en 1992 à 5 millions d'interventions en 2019, et que dans le même temps, sur la période 2014-2020, le délai moyen d'intervention a augmenté de 2 minutes pour atteindre 14 minutes et 47 secondes en 2020. Tout le monde est focalisé sur ce qui s'est passé cet été et le fait qu'on a vu nos limites. Mais c'était déjà le cas en 2017. Il y avait moins d'images, ça a moins marqué les esprits, mais on a vu en 2017 déjà que l'ensemble des moyens disponibles étaient sur le terrain. Cet été, qu'aurions-nous fait si en même temps que les 2 feux importants dans la Gironde avait lieu, il y avait eu un 3e feu dans les Bouches-du-Rhône ou dans les Alpes-Maritimes. Certainement qu'il aurait fallu bricoler. On a eu des renforts des pays européens. Bon, ils sont aussi venus pour l'expérience, parce que comme vous l'avez vu, ils sont venus avec des engins de ville pour intervenir dans la forêt. Et il faut se dire que dans les années à venir, sans doute qu'ils ne seront peut-être pas disponibles parce qu'ils auront eux-mêmes les mêmes problèmes chez eux. La caractéristique majeure des sapeurs-pompiers en France, comme dans d'autres pays, c'est que 80% des agents sont sapeurs-pompiers volontaires. Et on était suffisamment en limite de moyens cet été pour que, vous l'avez vu, le ministre de l'Intérieur appelle les entreprises privées à laisser partir les sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans leur entreprise pour pouvoir aller éteindre les feux.
On a vu aussi les moyens aériens cette année demander dans le Jura, les Monts d'Arrée, la forêt de Brocéliande, le Maine-et-Loire, en Gironde, et les moyens partaient, pas forcément parce qu'ils étaient plus utiles de l'endroit où ils partaient, mais parce qu'ils étaient encore plus nécessaires à d'autres endroits. Donc depuis plusieurs années, vous entendez les pilotes de Canadair et les pompiers dire « il nous faut une flotte aérienne plus récente, plus étoffée, avec plus de pilotes ». Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos problèmes, ils ne se limitent pas à l'été. Ça veut dire que tous les jours en France, en dehors des feux de forêt, il manque des dizaines par département de sapeurs-pompiers professionnels de garde. Mais comme ça ne se voit pas, effectivement, c'est quand il y a des images qu'on est amené à se poser les questions. Les services publics en France ne fonctionnent que grâce au surengagement des agents. C'est encore plus vrai pour celui des services publics d'incendie et de secours. Et on part sur une base où la majorité des sapeurs-pompiers professionnels, trop peu nombreux, travaillent encore plus de 2000 heures, payées 1607 heures. Quant aux sapeurs-pompiers militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, eux, c'est souvent un objectif de 3000 heures annuelles. Aujourd'hui, la sécurité civile a un objectif de moyens, mais pas de résultat. Dans d'autres pays européens, on adore les comparaisons, eh bien, en Allemagne, une ambulance, l'objectif c'est 8 minutes sur place. Aujourd'hui, en France, dans la majorité des départements, puisque chacun fixe ses propres objectifs, c'est dans les meilleurs délais. Ce qui n'est pas exactement la même ambition. Ce temps de présentation du premier engin, il n'a été réglementé que par une circulaire de 1981 qui disait 10 minutes en urbain, 20 minutes en rural, qui depuis a disparu, a été remplacé par rien. Je voulais juger sur l'urbain et le rural. Donc il est temps que des décisions soient prises pour assurer l'égalité des secours sur l'ensemble du territoire, et en tout temps. Il nous faut plus de sapeurs-pompiers professionnels, plus de moyens, à l'image des engins qui ont disparu, et une révision de la sécurité civile, de son mode de fonctionnement et de ses finances. Et les moyens, qu'ils soient humains ou matériels, c'est maintenant. L'urgence, elle est là. Et c'est pas demain, ça sera déjà trop tard. C'est donc bien maintenant. On a des mobilisations le 22 et le 29 septembre. Et sur les questions budgétaires, de toute manière, on a bien vu qu'il n'y avait pas une volonté politique, mais ça sera à nous à aller chercher plus de budget, et ça on le fera par différentes mobilisations, par différentes initiatives, et on n'est qu'au début des interpellations, et je pense que ça sera aussi en fonction des mobilisations dans les différents secteurs, les interpellations qu'on pourra avoir, et la sensibilisation aussi de la population sur ces questions-là, qu'on arrivera justement à faire changer ce gouvernement. Et en tout cas, nous, on garde l'espoir d'avoir des moyens là immédiatement pour tous ces ministères.